Nouveau gouvernement, bientôt nouvelle présidence à l'Assemblée nationale. C'est avec François de Rugy qui a quelque chose à nous dire là-dessus, qui est député réélu de Loire-Atlantique. Député de La République En Marche. Bonjour François de Rugy. Gouvernement Philippe II, ça vous convient ? Oui, c'est dans la droite ligne de ce qu'avait dit Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Un gouvernement, oui, vous l'avez déjà oublié, vous voyez. Non, mais nous ne l'avons pas oublié, je pense que les Français se souviennent. Gouvernement avec des personnalités issues de la droite, de la gauche, du centre, de l'écologie. Un peu technocrate là, non ? Et des personnalités issues de la société civile, comme on dit. C'est-à-dire l'inspection des finances, Madame Parly, directrice de l'ENA. Madame Parly, elle a d'ailleurs une expérience mixte. Elle est une des rares. Elle a à la fois été ministre, il y a déjà quelques années, était une jeune ministre du budget. Secrétaire d'État au budget. Et ensuite, elle a occupé des fonctions importantes à Air France et à la SNCF. D'accord. Il est plus à gauche aussi, on entend dire ça. Non ? Oui, mais ça, je veux dire... Vous êtes de gauche, vous ? Moi, j'ai toujours considéré que j'étais un écologiste de centre-gauche, vous voyez. Donc, je me reconnais bien dans ce gouvernement. Vous avez participé à la primaire du Parti Socialiste, d'ailleurs. Je me reconnais bien dans ce gouvernement qui est, en effet, avec des personnalités rassemblées autour du projet d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous faites quelques lectures de ce gouvernement, quand même ? Florence Parly, dont on a parlé, qui est une des plus connues de ceux qui viennent d'être nommés, donc elle est nommée aux armées, ce n'est pas une spécialiste de la défense, elle n'était pas réputée comme telle. En revanche, est-ce qu'elle n'est pas là pour gérer les armées et la défense comme une entreprise, c'est-à-dire serrer la vis ? Moi, vous savez, les armées... C'est un peu l'interprétation qu'on s'en fait. Moi, j'ai été membre de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Yves Le Drian, qui a été un très bon ministre de la Défense, salué par tout le monde. Il faut à la fois, évidemment, avoir de l'autorité, mais par ailleurs, la politique de défense, elle n'est pas définie seulement par la ministre de la Défense. C'est d'abord le président de la République, le Premier ministre, le Parlement. Et puis, il faut savoir bien travailler avec les militaires. Vous savez, les armées en France ont été capables de se réformer, à mon avis, plus que n'importe quelle autre administration de l'État. À 2% du PIB. Oui, d'augmenter le budget, ce sera tenu, d'augmenter ce budget, cet effort budgétaire pour la défense nationale, ce que tout le monde comprend bien, vu les menaces auxquelles nous devons faire face. Il fallait le virer, Bayrou ? Mais c'est pas tellement comme ça que la question se pose, c'est que... Arrêtez la langue de bois, dites la vérité. Vous avez aussi votre langue de bois journalistique, ou en tout cas des interprétations. Moi, je vois les actes posés par les uns et par les autres, et c'est un esprit de responsabilité de la part de Sylvie Goulard, de Marielle de Sarnez ou de François Bayrou. Il n'était pas mis en examen. Le Premier ministre avait dit, s'il y avait des ministres mis en examen, il serait à ce moment-là... Il était violent quand même, il s'est posé en victime en disant qu'il était victime quand même des forces obscures, de la délation. Moi, je ne suis pas dans la théorie du complot. De la jalousie. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous ne reculons pas. Et ça, je pense que ça dérange un certain nombre de gens. Oui, nous ne reculons pas dans la lutte contre les conflits d'intérêts. Nous ne reculons pas dans les réformes que nous voulons faire de nos institutions. Monsieur Ferrand, Madame Goulard, Madame de Sarnez, Monsieur Bayrou, et on attend Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, puisqu'elle aussi, elle est engagée, elle est mise en cause dans une affaire. Mais il peut toujours y avoir des mises en cause, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou, et là je pense qu'il a raison vraiment sur ce point. On ne peut pas non plus avoir une vie politique qui soit rythmée uniquement par des mises en cause. Il y a des procédures judiciaires dans notre pays, et le fait d'ailleurs qu'il y ait des enquêtes préliminaires il a fait son image sur la propreté. Mais sur la rénovation, le renouvellement politique, la modernisation, nous en reparlerons d'ailleurs, j'espère, pour l'Assemblée nationale. Parce que les autres, ils ne sont pas mis en examen, ils sont mis en cause. Le Bayrou n'est même pas cité d'ailleurs pour le moment dans l'enquête préliminaire. Alors, Mme Pénicaud, normalement, si on était logique, elle devrait aussi quitter le gouvernement. Justement, François Bayrou et Sylvie Goulard, ou Marielle de Sarnez, ils ont clairement dit que c'était pour ne pas gêner le gouvernement. Mais Mme Pénicaud risque de le gêner maintenant. On l'accuse, au titre de Business France, qui est une entreprise publique, d'avoir organisé une soirée à Las Vegas quand il y a le show numérique là-bas, et d'avoir confié cette soirée à Havas pour quelques 300 000 euros, je crois, sans appel d'offres. Eh bien, elle s'en expliquera. Business France, ce n'est pas par ailleurs, c'est une agence de l'État. Donc il y a des règles sur les appels d'offres et les sommes en question, je crois, ne nécessitaient pas forcément.
Attendez, ça c'est les conclusions que vous en tirez. Les choses, elles seront... De toute façon, la différence avec des précédents gouvernements, c'est que tout est sur la table, qu'aucune entrave n'est mise à la justice, que le parquet financier que nous avons créé contre la volonté de l'opposition de droite à l'époque, et notamment de M. Fillon, et on comprend mieux pourquoi, eh bien, le parquet financier, il s'auto-saisit sur la base simplement d'articles de presse. Donc c'est dire que les choses sont prises au sérieux et sont regardées à fond. Ça montre quand même que la moralisation, ça peut arriver, on peut arriver à des outrances avec cette moralisation de la vie publique, on n'en finit plus, quoi. En tout cas, il faut évidemment ne pas se dire que dès la première révélation, le premier article, cela vaut condamnation. Ça, c'est sûr, mais c'est valable. Vous savez, c'est valable pour les responsables politiques comme pour les Français en général. J'ai oublié de vous demander, vous n'avez rien à vous reprocher? Bah écoutez, moi je n'ai été mis en cause sur rien, mais on est attaqué, vous savez, dans une campagne électorale, on est attaqué. Dites je le jure. Non, mais on peut être attaqué de façon régulière. Moi j'ai même eu un tract anonyme, etc. pendant la campagne électorale. Moi, vous voyez bien les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de défouloirs. Il y a une responsabilité politique qui est d'assainir le climat politique. On s'en donne les moyens en faisant voter une nouvelle loi qui ira plus loin sur la lutte contre les... Bah, non seulement je la voterai, mais je souhaite que l'on soit très offensif et que l'Assemblée nationale, d'ailleurs, prenne l'initiative sur les propres fonctionnements de l'Assemblée. Je pense que nous en reparlerons. Oui, elle va bien sûr qu'elle va dans la bonne direction. Alors, il y a le recyclage aussi, parce que bon, ils sont pas bons pour l'exécutif, mais ils seraient bons pour le législatif. C'est quand même incroyable, ça. Richard Ferrand, qui est lui aussi un des démissionnaires, eh bien, il est appelé à être... l'exécutif, semble-t-il, aimerait bien qu'il soit président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Oui, je crois qu'il a le bon profil pour être le président du groupe. Ça veut dire que l'exécutif a la main mise sur le législatif? Pas du tout, mais vous voyez bien que nous sommes dans une situation politique inédite. Le président de la République a été élu en ayant créé un mouvement où il y a beaucoup de néophytes. Un an avant l'élection. Donc, et c'est normal qu'il est le président fondateur de ce mouvement. Maintenant, il est président de la République. Il n'a évidemment plus aucune fonction dans le mouvement En Marche, mais qu'il donne son avis et qu'éventuellement il propose, qu'il soutienne des personnalités pour des responsabilités. Vous voterez pour Ferrand, vous? Ah ben oui, et puis je souhaite que l'ensemble du groupe... Quand se vote, d'ailleurs? Nous le ferons samedi matin, lors de la première réunion du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, dans deux salles, alors? Non, nous allons trouver une salle, nous sommes 300 et quelques, et nous trouverons une salle pas de modem, pour nous réunir. Et par ailleurs, oui, c'est le premier point à l'ordre du jour, c'est l'élection de notre président de groupe, et je pense qu'il n'y aura pas d'autre candidat que Richard Ferrand, et je pense qu'il est apprécié par tout le monde pour cette fonction. Il y a des députés, des nouveaux députés qui souhaiteraient qu'il y ait d'autres candidats, justement. Bah écoutez, c'est comme pour d'autres fonctions, il faut mettre carte sur table. Et donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Vous êtes candidat à autre chose? Oui, je la suis présidence candidat de l'Assemblée nationale. Oui, vous êtes le seul candidat officiel pour l'heure? Le seul candidat déclaré, et c'est important de se déclarer en toute transparence quand on veut exercer une fonction aussi importante que la présidence de l'Assemblée nationale. Comment ça se passe? Vous faites campagne? En tout cas, j'ai dit les choses. Je propose ma candidature au groupe En Marche, qui lui-même proposera la candidature à la présidence de l'Assemblée nationale au vote de l'Assemblée. C'est le premier vote qu'effectue l'Assemblée nationale le jour de sa rentrée, le mardi 27 juin, dans moins d'une semaine. Dans 5 jours, l'Assemblée nationale aura un nouveau président et j'ai proposé ma candidature du fait de mon expérience de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est crédible quand on a l'expérience, y compris j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale depuis 1 an, donc je sais ce que c'est que de présider les séances. Je connais bien l'Assemblée nationale et par ailleurs, je veux faire profiter cette expérience les nouveaux venus à l'Assemblée, qui sont nombreux. Et par ailleurs, j'ai un projet de réforme de l'Assemblée nationale. C'est quoi votre projet de réforme? Je pense que l'Assemblée nationale doit être plus démocratique, plus efficace et plus moderne. Ça veut dire quoi, plus démocratique? Eh bien, ça veut dire, par exemple, aller au bout des réformes sur lesquelles nous sommes engagés. Réduction du nombre de députés, moins 30%. Et là aussi, un changement très important. 577 à 400 autour de 400. D'accord. Introduction d'une dose de proportionnelle. Mais ça dépend de vous, ça? En tout cas, si l'Assemblée, vous voyez bien que c'est l'Assemblée qui pourrait être la première à ne pas en vouloir, puisqu'il faudra qu'il y ait moins de députés. Moi-même, j'ai dit que c'était mon 3e et dernier mandat. Une dose de proportionnelle. Quelle dose? 10%? Nous en discuterons, y compris. Moi, je souhaite qu'on en discute avec les autres groupes, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut rassembler une majorité plus large que la majorité En Marche. Tout ça, ce sont des lois organiques? Ce sont pour une part des lois simples, d'autres des lois organiques. Est-ce qu'il faut réformer la Constitution? Ce n'est pas une obligation. Et pourtant, le nombre de 577 est inscrit, mais c'est un maximum. Dans la Constitution, il est inscrit comme un maximum. Moi, je souhaiterais. Comme un maximum. Donc je souhaite qu'on réforme la Constitution et qu'on inscrive dans la Constitution
577 moins 30%, c'est-à-dire un peu plus de 400. Vous voulez que ça soit inscrit dans la Constitution? Oui, je pense que ce Donc serait mieux. Pour ça, il faut passer par un congrès, alors? Je pense que ce serait mieux parce que ça nous permettra d'avoir quelque chose de durable. Ce que nous voulons, c'est que le renouvellement politique que nous avons enclenché, ça soit quelque chose de durable. C'est pour ça aussi la limitation du cumul des mandats dans le temps. 3 mandats maximum. C'est le cas déjà. Ça va être le cas. C'est notre engagement, mais là aussi, il faut le voter. C'est pas simplement l'engagement volontaire des députés. Vous prenez les idées d'Emmanuel Macron, qui étaient dans son programme. Et je souhaite que l'Assemblée nationale soit dans le même mouvement, dans le même élan de réforme. Vous avez des chances d'être élu? Écoutez, je ne vais pas me prononcer à la place de mes collègues. Ce que je sais, c'est que je suis le seul candidat pour l'instant. On disait qu'il voulait une femme plutôt. Emmanuel Macron est très différent de ses prédécesseurs. Vous le souvenez très bien, Nicolas Sarkozy parlait beaucoup, un peu à tort et à travers parfois, et François Hollande parlait beaucoup avec les journalistes. Alors il en a même fait des livres. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout cette attitude, donc les journalistes parfois voudraient dire à sa place. Moi, je ne m'exprime pas à la place d'Emmanuel Macron. Il s'exprimera peut-être, et d'ailleurs ce serait tout à fait bien, mais je ne vais pas le faire à sa place. Parce que président de l'Assemblée nationale, vous voulez réformer l'Assemblée nationale, son fonctionnement. Oui, je vois aussi qu'on parle de la procédure parlementaire. Ça ne serait pas une proposition de loi, ça serait un projet de loi. Après, il y aura à construire avec le gouvernement. Mais je souhaite vraiment que l'Assemblée nationale soit une force motrice. Or, par le passé, l'Assemblée nationale a plutôt été le pied sur le frein sur les réformes, y compris liées à la transparence, y compris liées à la lutte contre les conflits d'intérêts, y compris sur ses propres fonctionnements. Rappelez-vous les palinaudis autour du régime spécial de retraite des députés. Nous voulons... Vous voulez les supprimer? Je veux que ce soit les règles communes. Les règles communes qui s'appliquent pour les députés comme pour les autres. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? On voit qu'il y a plein de groupes à l'Assemblée nationale qui sont en cours de constitution. On en est déjà à 7 potentiellement. Voilà. Il y en a un qui manque là. C'est votre ancien groupe? Il n'y a plus de Verts? Il n'y a plus d'écolos? Alors, il y a 2 choses. Ils sont recyclés, comme vous. Mais non, il n'y a plus de groupe Europe Écologie Les Verts. Ça fait déjà plus d'1 an. Ça vous chagrine? C'est le fruit d'un choix qui est celui des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, à commencer par Cécile Duflot, qui est le choix de la marginalisation, le choix de la minorité, de l'opposition, de la protestation. D'être dans la clandestinité, c'est un choix qu'on fait? Le choix de la marginalité, toujours la contestation, toujours l'opposition, toujours la contestation. Nous sommes un certain nombre à avoir fait le choix de nous inscrire dans un mouvement plus large. Le mouvement En Marche. Vous êtes combien d'ailleurs venant de LV dans En Marche? Je n'ai pas fait le décompte, nous sommes au moins 4, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'au sein du mouvement En Marche, dans le groupe parlementaire, il y a beaucoup de députés, de nouveaux députés, qui ont une sensibilité sur l'écologie et le développement durable et qui n'ont pas envie que ce soit enfermé dans une petite niche et dans un petit parti. Et je crois que ce sera beaucoup plus efficace. Le dispositif gouvernemental pour conduire la politique de l'écologie écologique, ça vous convient? Nicolas Hulot, je crois que la nomination de Nicolas Hulot, c'était quand même donner un poids à l'écologie dans le gouvernement extrêmement important. Avec Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. Oui, de même Elisabeth Borne, chargée des transports, qui a été présidente de la RATP, qui sait très bien ce que c'est. Sébastien Lecornu, qui a été nommé secrétaire d'État. Vous le connaissez? Je ne le connais pas personnellement, puisqu'il n'était pas député. Il est de droite, lui. Il est élu local, proche de Bruno Le Maire, je crois, dans l'Eure, et sans doute qu'il sera un très bon ministre. Ce qui compte, c'est que les ministres et secrétaires d'État qui viennent d'horizons différents, c'était notre choix avec la constitution du mouvement En Marche et la candidature d'Emmanuel Macron, mais ils se retrouvent tous sur le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Petite colle, vous êtes capable de donner un nom à chacun des visages des 310 députés pas encore, de la République En Marche? Pas encore, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles et de nouveaux. À En Marche, plus de 90% des députés sont des nouvelles et des nouveaux députés. Et c'est très bien. Mais j'en ai beaucoup rencontré depuis lundi, et je les accueille parce que je pense que c'est aussi notre rôle de députés qui ont un peu plus d'expérience, de faire de la transmission d'expérience. Mardi, c'est à quelle heure le vote? Alors la séance est à 15h le mardi après-midi, séance inaugurale. Vous savez que c'est le doyen d'âge qui préside, et puis ensuite on passe au vote. Je ne l'ai pas encore repéré, je crois que c'est un nouveau député d'ailleurs. D'accord. Donc c'est juste après l'ouverture solennelle de la session. On passe au vote à partir des candidatures qui sont déposées avant la séance. Voilà, c'était le talk de François de Rugy, mais qui n'a pas fini, puisque maintenant, il va répondre à vos questions avec Valentin Pilate, qui est venu nous rejoindre dans le studio. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour François de Rugy. Bonjour. Nous avons un premier commentaire de Mage qui nous dit « Europe Écologie et les Verts et les frondeurs ont coulé le PS ».
Avez-vous une réaction par rapport à ce commentaire? Je crois qu'ils ont coulé tout seuls. Ça, alors là, ils n'ont pas eu besoin. Enfin, ils ont raconté pendant des mois et des années qu'ils étaient, eux, du côté du peuple, du côté de la majorité des Français. Ben, lorsqu'on a donné la parole aux Français et qu'ils se sont exprimés par leur vote, les frondeurs en question ont tous été battus, à part un. Maurice, pensez-vous que le groupe LR des Constructifs est un bien ou un piège pour la majorité dans ses relations avec les partis d'opposition à l'Assemblée? Moi, je pense que c'est positif qu'il y ait des groupes qui disent, même s'ils n'ont pas été élus en soutien au président de la République, ils n'ont pas envie d'être dans l'opposition systématique, ils n'ont pas envie d'être dans l'obstruction. Je crois que ça sera vraiment un enjeu parce que l'Assemblée nationale a aussi une image, malheureusement, d'un mauvais théâtre où il y a beaucoup d'invectives et de caricatures. Et là, de ce point de vue, vous allez être servi là, avec des forts en gueule qui arrivent. Il faut en effet anticiper. Moi, je dis les grandes gueules de la vie politique française se retrouvent à l'Assemblée nationale, mais par ailleurs, il y a des députés qui ont envie de travailler de façon constructive. Évidemment, les députés de La République En Marche, c'est vraiment leur marque de fabrique avec Emmanuel Macron, mais aussi dans d'autres groupes. Et donc, il faut évidemment qu'on puisse travailler. En tout cas, moi, si je suis président de l'Assemblée nationale, ce sera vraiment mon objectif de travailler chaque fois que c'est possible avec d'autres groupes. Vous avez vu ce qu'a dit Julien Drey quand, lundi, quand il a vu qu'il y avait Mélenchon, Le Pen, plein quand même de voix tonitruantes. Il a dit j'en souhaite bien du plaisir au président de l'Assemblée. Oui, mais vous savez... vous allez devoir être dur. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 577 députés et qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas des grands ou des petits députés. D'accord. Orsini nous pose la question, à quoi servira l'Assemblée nationale si les lois sont par ordonnance? Attendez, on propose de faire une réforme par ordonnance. Tous les gouvernements ont utilisé la procédure d'ordonnance. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller plus vite. Parce que si on ne le fait pas, notamment sur un sujet comme ça, on sait que c'est l'enlisement. C'est le code du travail, la réforme du code du travail. Et Emmanuel Macron l'a dit avant les élections présidentielles et législatives. Donc tout le monde est prévenu. Et on le fait après. Et par ailleurs, je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, qui dit ordonnance dit vote avant, on autorise le gouvernement à procéder par ordonnance et on se prononce sur un texte qui dit voilà le périmètre de l'ordonnance et après ratification. Donc le Parlement n'est pas dessaisi. Mais moi je souhaite qu'on aille plus loin et que l'on ait une réforme de la procédure parlementaire pour que justement dans la procédure normale, ce ne soit pas la prime à l'obstruction et à l'enlisement. Et comment vous faites? Et je crois qu'on pourra discuter avec le gouvernement, avec le Sénat aussi, pour en finir avec ce système de navette sans fin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a 3 lectures à l'Assemblée, 3 lectures au Sénat, mais quand on est à l'Assemblée ou au Sénat, une lecture en commission, une lecture en séance publique. C'est-à-dire 6 lectures en tout. Vous voulez simplifier tout ça? Je pense qu'on doit pouvoir réformer cela parce que sinon, on donne toujours l'idée, on alimente l'idée que la politique est impuissante. La plupart des textes de loi importants de ces dernières années, il a fallu plus d'1 an entre le moment où ils ont été présentés en Conseil des ministres et le moment où ils ont été adoptés. Alors qu'il y a du travail avant de préparation et qu'il y a le travail sur les décrets après. On change complètement de sujet. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du don d'organes. On a des commentaires sur les réseaux, notamment Charlène qui nous dit « Sauvons des vies, soyons donneurs, c'est important ». C'est un sujet très important. L'Assemblée nationale a eu à en débattre plusieurs fois sous plusieurs majorités. Malheureusement, il y a eu pendant longtemps beaucoup de résistance en France, un peu culturelle, sur ces questions. Aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé cela. Il faut que ce soit le plus simple possible, le plus transparent possible, parce que c'est évidemment souvent dans des moments douloureux qu'on est saisi de la question du don d'organes, notamment des décès extrêmement brutaux et dramatiques. Et donc, ce qui a été voté doit être vraiment mis en place, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ne veulent à aucun prix de don d'organes qui le fassent savoir en amont. C'est ça. Dernière question, Valentin. Nous avons Karine qui nous dit sur Twitter n'est-ce pas le moment pour qu'une femme accède au perchoir à l'Assemblée nationale? Ah mais tous les moments sont bons, pas plus celui-ci qu'un autre, et que les femmes accèdent à l'Assemblée nationale. Le groupe En Marche, c'est 48% de femmes, c'est-à-dire quasiment la parité. Ouais. Nous l'avions fait sur les candidatures, nous y arrivons sur les élus. Comme nous sommes à 38 ou 40% sur la totalité de l'Assemblée, c'est donc que les autres groupes le sont nettement moins. Après, ça sera un des sujets de débat au sein du groupe En Marche, qui est tout à fait légitime. Après, il y a 2 approches. Soit on dit c'est une femme et personne d'autre. Et à ce moment-là, ma candidature n'aura plus de possibilité de s'exprimer, évidemment. Soit on dit c'est un critère et on en discute collectivement. Et à ce moment-là, il y a différents critères à faire valoir. Barbara Pompili? Oui, Barbara Pompili a déjà déclaré publiquement qu'elle me soutenait. Elle vous soutient, donc elle ne sera pas candidate? Non. C'était les réponses à vos questions de François de Rugy. Merci Valentin. Merci. Et à demain pour de nouvelles aventures. Merci.